Bonjour à vous, les amis. Hier, des négociations ont finalement eu lieu à Istanbul entre les délégations ukrainiennes et russes. Au début, je doutais que les Russes se rendraient à ces négociations après les récents événements. Mais non, ils ont décidé de s'humilier jusqu'au bout. Les négociations se sont déroulées avec pratiquement les mêmes délégations que la dernière fois. Et, comme on pouvait s'y attendre, elles n'ont apporté aucun progrès significatif, à l'exception du fait que nous attendons un échange de prisonniers et un échange des corps des militaires tombés au combat. Faites particulièrement attention aux tranches des Russes. Je pense que le contexte de ces événements qui ont eu lieu à la veille des négociations à Istanbul est très important parce que tout était écrit sur les visages des Russes. Vous pouvez demander, oui, mais pourquoi les Russes sont-ils venus là-bas pour se faire humilier alors qu'il était évident qu'il n'y aurait aucun progrès significatif sur la question de la guerre russo-ukrainienne? Et si, en plus, ils avaient déjà reçu de sérieux coups sur l'aviation stratégique russe? La réponse est simple. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Les Russes gagnent du temps et montent un spectacle pour un seul spectateur, Donald Trump, afin qu'il finisse par se désengager complètement de toute implication dans la question de la guerre russo-ukrainienne. Que les États-Unis leur tourneront le dos et diront: vous avez mijoté cette bouillie d'enfants avec Biden, alors débrouillez-vous pour la gérer. Je dois rappeler qu'en ce moment, nous menons une grande collecte avec Monoband pour des drones, y compris pour intercepter les chaînes. Rejoignez-nous absolument, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si, pour une raison quelconque, vous ne l'avez pas encore fait. Comme on s'y attendait, il n'y a pas eu de cessez-le-feu après les négociations à Istanbul. L'Ukraine, les États-Unis d'Amérique et les partenaires européens ont proposé un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Les Russes, une fois de plus à Istanbul, ont rejeté cette idée et ont proposé un cessez-le-feu de 2 ou 3 jours seulement, et uniquement sur certains secteurs du front. Nous avons proposé concrètement un cessez-le-feu de 2 ou 3 jours sur certains secteurs du front. Eh bien, ça, évidemment, ça ne veut rien dire. Les Russes avaient déjà annoncé un cessez-le-feu d'1 jour. Ensuite, ils ont annoncé un cessez-le-feu de 3 jours sur l'ensemble du front, et sur tout le front, ils ont continué à avancer et à attaquer les positions ukrainiennes. Donc, leur proposition d'hier, c'est du grand n'importe quoi. Comme ils l'ont dit à propos du cessez-le-feu, ils sont prêts à un cessez-le-feu de 2 ou 3 jours pour récupérer les morts sur le champ de bataille. Je pense qu'ils sont idiots parce qu'en principe, un cessez-le-feu, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de morts. En réalité, les Russes n'ont aucune intention de respecter une quelconque trêve, et en fait, ils n'ont absolument pas besoin de trêve. Encore une fois, ils ne font que gagner du temps, simplement pour gagner du temps, et ils n'ont même pas montré à la partie ukrainienne leur version du mémorandum, ne la présentant qu'au moment des négociations à Istanbul. Nous allons maintenant discuter de la version russe du mémorandum, mais d'abord, il faut parler de la version ukrainienne. Ses principales thèses sont les suivantes. Un cessez-le-feu total et inconditionnel sur tous les fronts comme condition préalable à la paix. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises auparavant, et nos partenaires européens et américains l'ont également souligné. Mesures humanitaires, retour des enfants, échange de tous les prisonniers, libération des civils, prévention d'une nouvelle agression, garantie internationale de sécurité, participation de la communauté internationale à la résolution future, souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine a le droit de faire partie de la communauté euro-atlantique sans aucune restriction concernant l'OTAN et l'Union européenne. Question des territoires. Les territoires ukrainiens occupés par les Russes depuis 2014 ne sont pas reconnus par la communauté internationale comme territoire russe. Les questions territoriales ne sont discutées qu'après un cessez-le-feu complet. Les sanctions contre la soi-disant Russie peuvent être progressivement levées, mais avec un mécanisme de rétablissement rapide si la soi-disant Russie viole les accords, ce qu'elle fera, bien sûr. Et les avoirs gelés de la soi-disant Fédération de Russie seront utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine ou resteront bloqués jusqu'au paiement des réparations. Mais le point clé, comme auparavant, pour que des négociations substantielles aient lieu, c'est un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours auquel les Russes ne consentent pas. Parlons maintenant de la version russe du mémorandum. Rien de nouveau. Les Russes ont en fait lancé un ultimatum à l'Ukraine. Nous devons reconnaître que la Crimée, les régions de Donetsk, de Louhansk, de Zaporizhia et de Kherson font partie de la soi-disant Fédération de Russie. Nous devons retirer nos troupes du territoire ukrainien. Il doit être interdit à l'Ukraine d'adhérer à toute alliance ou coalition militaire. Il faut dissoudre les formations nationalistes sur le territoire ukrainien, bien sûr, accorder à la langue russe le statut de langue d'État. Autrement dit, ce sont des conditions absolument inacceptables pour l'Ukraine, et les Russes, sachant qu'elles sont inacceptables,
ont justement préparé un tel mémorandum. Mais il y a tout de même un aspect positif. Premièrement, un échange de prisonniers doit avoir lieu. L'Ukraine et ce qu'on appelle la Fédération de Russie échangeront tous les prisonniers de guerre gravement blessés ainsi que tous les prisonniers de guerre âgés de 18 à 25 ans. Les Russes ont également promis de remettre 6000 corps de défenseurs ukrainiens. Comme ça. La semaine prochaine, nous remettrons ces corps à la partie ukrainienne afin qu'elle puisse les traiter avec humanité. Je ne sais pas s'il y en a de notre côté, s'ils en ont. Notre côté, à son tour, est également prêt à remettre à la soi-disant Fédération de Russie 6000 corps d'occupants russes. Mais en ce qui concerne les corps que les Russes pourraient nous remettre, il peut y avoir des nuances. Les Russes ont aussi déclaré qu'ils étaient, eux, prêts à remettre. Eux, les corps de nos soldats tombés, 6000. Notre côté a accepté de remettre 6000 corps de Russes à la partie russe. Mais il est très important d'étudier cette question avec soin. J'en ai parlé au ministre de la Défense, Umirov. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, comme nous l'avons appris, parmi ces 6000, les Russes n'en ont identifié que 15 qui manquent. Voilà, sans doute, tous les résultats vraiment concrets des négociations d'hier à Istanbul. Quant à la fin de la guerre russo-ukrainienne ou même à une trêve, il n'y a probablement plus rien à commenter ici. Les Russes ont tout dit eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin de cessez-le-feu, nous n'avons pas besoin de paix pour, disons, 30 jours, 60, 70, 85, peu importe combien. Il faudra sans doute que les Américains imposent des sanctions contre ce qu'on appelle la Russie. Mais ne pensez pas que Trump puisse le faire. Il va, très probablement, faire la sourde oreille. Mais le Sénat, lui, peut le faire, et la Chambre des représentants n'est pas contre non plus. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré après ces soi-disant négociations à Istanbul qu'il y a beaucoup de membres du Congrès qui veulent que nous sanctionnions la Russie aussi sévèrement que possible. Et moi, j'y suis favorable. Mais le président des États-Unis, Trump, garde le silence. Jusqu'à présent. Il n'a pas commenté l'attaque ukrainienne contre l'aviation stratégique russe, il n'a pas commenté les négociations. C'est peut-être mieux ainsi. Quelle est la réaction du président à cette attaque ukrainienne par drone, cette attaque incroyable contre les bases aériennes russes? Je suis sur Kinlari. Quelle est sa réaction? Eh bien, voyez-vous, la réaction, c'est que cette guerre doit prendre fin. Les Russes eux-mêmes n'arrivent toujours pas à croire ce qui s'est passé. Ils essaient de trouver des excuses à cette situation ou inventent tout simplement des versions absurdes. Ils disent que, de toute façon, c'était des avions hors service, subventionnés, dont personne n'avait besoin. Ils étaient recouverts de pneus, peut-être pas pour se protéger de quoi que ce soit, mais simplement parce qu'ils étaient vides. C'était littéralement des maquettes, juste pour faire semblant qu'ils pouvaient voler. Certains propagandistes sont encore fascinés par l'opération ukrainienne et attendent le film avec impatience. Je ne sais, certains fera film écrira livre sur cette opération. Je vous le garantis, pas ici, là-bas. Quant aux amis de Dirtin, ils continuent de pleurer. Ils ne comprennent pas comment c'est possible. Comment cela a-t-il été possible que l'Ukraine attaque l'aviation stratégique russe et que dès le lendemain les Russes partent pour des négociations? C'est une sorte de truc de cacole, comme l'a dit ce monsieur. En fait, aller à Istanbul le 2 pour des négociations le 2 juin, eh bien, c'était en quelque sorte, enfin, pas vraiment approprié. Comment on dit cocu en anglais? Cuckold, pas Q, cuckold, ça se prononce avec un A. C'est quoi ce manque de volonté? Ces conclusions sont peu réjouissantes. Le propagandiste est tellement démoralisé par l'attaque ukrainienne qu'il estime que ce qu'on appelle la Fédération de Russie va inévitablement vers sa défaite. Je pense qu'à la suite de l'opération Toile d'araignée, nous faisons face à un danger, même sous Brejnev, disons, la perspective de notre défaite dans la guerre. Oui, vous avez bien entendu. Honnêtement, à mes yeux, notre siège a vacillé, il s'est carrément déstabilisé. Si seulement nous allions leur optimisme, mais je reste convaincu, amis, que nous verrons le jour où la soi-disant Fédération de Russie commencera à se désintégrer. Rêver, c'est agréable bien sûr, mais il vaut mieux parler de choses concrètes. Je vous rappelle la collecte. Avec Monobank, nous collectons 70 millions de hryvnia afin d'acheter 220 intercepteurs Shahed et encore 1500 drones FPV anti-aériens classiques. Aidez-nous à protéger le ciel ukrainien et rejoignez-nous. Tous les détails se trouvent dans la description de cette vidéo. Et puis, pour tout don de 300 hryvnia ou plus, vous pouvez gagner un appartement à Kiev, dans le quartier de Pechersk. C'est un excellent investissement. En attendant,
Grâce à vous, nous continuons chaque jour à fournir des drones au front. Et au cours des dernières 24 heures, nos soldats ont reçu encore 315 nouveaux FPV. Félicitations. Nous, les combattants de la 65e brigade mécanisée indépendante Velikilu, les RONA, voulions remercier la fondation caritative Communauté Sternenko pour les 100 drones FPV offerts. Ces 100 drones FPV vont briller les Russes. Alors n'oublions pas de faire des dons pour le Rizoris et gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Nous remercions sincèrement la communauté Sternenko pour la livraison de 50 drones destinés à frapper l'ennemi dans la direction de Bryansk. Votre contribution est une force considérable qui aide à détruire l'occupant. Un grand merci. Gloire à l'Ukraine. Je vous souhaite la santé, chers Ukrainiens. Ici la 79e brigade d'assaut aéroportée indépendante de Tavria. Nous tenons à remercier Sergei Sternenko et sa communauté pour leur aide et l'achat de ces drones, des intercepteurs aériens de type Cryo. Merci pour votre attention. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Nous, les militaires de la 7e brigade d'aviation de Serre, remercions M. Sternenko et sa fondation caritative pour les drones fournis. Gloire à l'Ukraine. Nous, les combattants de la 65e brigade mécanisée indépendante, Velikilu, Unité, Romain, remercions la fondation caritative Communauté Sternenko pour les 100 drones FPV fournis qui aideront à détruire les Russes. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les amis, la soi-disant Fédération de Russie va encore avoir beaucoup de mauvaises surprises, mais nous n'allons pas faire d'annonce. Il vaut mieux continuer à aider les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.